Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 0h ou minuit à l'heure de Kanyamakasese en province du Haut-le-Mami. Nous sommes encore en activité. Comme vous savez, des traditions, nous ne pouvons pas terminer la soirée sans venir au-devant de vous pour vous faire le point justement de la mission d'itinérance qu'effectue le président de la République dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement le président de la République, mais c'est aussi la première ministre chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, beaucoup de membres du gouvernement et d'ailleurs, tout à l'heure, tous les autres membres du gouvernement vont arriver pour un conseil de ministres ordinaire qui se tiendra cette fois-ci à Kanyamakasese. Dans les sites qui nous le privilège de recevoir le président de la République, pas seulement, et tous les gouvernements. Et pour une première fois, nous allons tenir le Conseil de ministres dans un territoire et non pas dans les chefs-lieux comme des traditions. Vous aurez évidemment l'occasion de nous en parler, mais bien avant d'ailleurs qu'on évolue dans les sujets que nous allons aborder ce soir. Mais en général, nous sommes bien surpris lorsqu'on regarde les décors qui nous accueillent, on regarde les paysages derrière, on regarde la salle à gauche. La salle à gauche, c'est la salle où se tiendra demain les conseils de ministres. Vous aurez l'occasion de voir en exclusivité les images de cette salle du conseil qui a été spécialement aménagée. Général, qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement pour commencer cet échange? Parce que nous avons avec nous le gouverneur de la province, le gouverneur, l'honorable Banzamouloumé Marmon. Il est avec nous déjà, oui, il est là. Oui, je suis. Nous avons le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Mouindo Nzangi, qui est là. Nous avons le ministre qu'on appelle le cantonnier, monsieur le ministre des Infrastructures, Travaux Publics. Nous aurons l'occasion évidemment de l'écouter tout à l'heure. Et les ministres évidemment des Ressources hydrauliques et électricité, monsieur Sakomi Molindo. Parce que gouverneur, vous êtes avec nous avant qu'on ne revienne sur les générales. Honorable Banzamouloumé Marmon, nous avons vu hier le président et son peuple à son arrivée à l'aéroport de Kaminaville. Il y a eu évidemment une procession, nous avons vu l'enthousiasme, nous avons vu la joie. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux compatriotes qui sont dans toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo ce soir de l'accueil qui a été réservé au président de la République par les populations de cette partie du territoire national? Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons reçu le président avec toute sa délégation. Ce n'est pas d'abord pour la première fois. C'est pour la deuxième fois que le président vient visiter le Haut-le-Mami. La population a été très contente parce que le président a réalisé beaucoup de projets chez nous. Et la population a été mobilisée de soi. On n'a pas loué des bis pour que les gens viennent. Les gens se sont déplacés pour accueillir leur président, leur père de la nation, qui fait autant de projets qu'on ne peut pas dénombrer ici dans notre province. Alors, la dernière fois, lorsque nous sommes venus avec le président de la République en campagne électorale, il pleuvait. Je ne sais pas quelle est la saison actuellement, mais je peux vous dire, vous qui êtes à Kinshasa, qu'actuellement, il y a des gouttes, il a plu, il y a eu des éclairs ici à Kamina, ici plutôt à Kanyamakasese en province du Haut-le-Mami. Vous parliez tout à l'heure, monsieur le gouverneur, des projets. Et nous avons vu hier le président de la République inaugurer cette usine d'eau de l'Ovoa. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que cela représente pour les populations de cette partie du pays? Merci, Excellence. En dehors d'abord de l'usine d'eau, plusieurs projets sont réalisés dans notre province. Le PDL 145 territoires, nous avons plus de 25 ouvrages par territoire. Nous avons la route nationale numéro 1. C'est la province du Haut-le-Mami qui prend plus de 440 sur les lots. Nous avons aussi l'université de Kamina qui sera construite. Il y a le barrage de Kalenge dans le territoire de Bukama. Et après le barrage, il y a l'usine d'eau. Cette usine, la population de Kamina a fait plus de décennies sans eau. On ne vivait que des eaux de pluie. Mais l'usine, ce n'est pas seulement l'usine pour nous, c'est un grand investissement qui vient sauver la vie de toute la province. Personne n'y croyait. Alors, on a dit 200 000 mètres cubes d'eau qui seront produits. On a dit aussi que ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas cette eau, donc il fallait peut-être
attendre le président de la République pour voir un tel projet voir le jour? Oui, oui, oui. Il y a vraiment longtemps, nous vivons, je vis à Kamina moi-même depuis des années, nous vivons de l'eau de pluie. Mais cette usine qui est là est capable de nous fournir 7000 mètres cubes par jour, de servir plus de 230 000 personnes par jour dans la ville de Kamina et ses environs. Voilà, merci Monsieur le Gouverneur. Je vais vous demander de vous rasseoir. On pourra évidemment vous rappeler s'il y a l'une ou l'autre question qui vous concerne. On va appeler le ministre des Ressources hydrauliques et électricité à venir au micro, le ministre Sakombi Molendo. Monsieur le ministre, vous l'aviez dit dans votre discours hier, que le président il fait preuve de la plus grande volonté. Qu'est-ce que ça représente pour vous comme ministre des Ressources hydrauliques et électricité de venir donner de l'eau à des populations qui n'en avaient pas depuis 50 ans? Merci, chers collègues, pour la parole que vous me donnez. Effectivement, le secteur de l'eau est en train de connaître des avancées très significatives. Après les inaugurations des ouvrages des modules 1, 2 et 3 en Ngaliema, nous avons pu assister hier à l'inauguration de l'usine de Louvoï, qui va donc consacrer 7000 mètres cubes par jour et desservir 230 000 personnes avec une capacité de 30 litres par habitant par jour, du jamais vu. Et c'est de l'eau salubre, de bonne qualité et surtout en quantité suffisante. Alors le contexte, évidemment, il s'agit ici simplement de la confirmation de la politique nationale du service public de l'eau qui a donc été adoptée le 25 décembre 2025. Le secteur de l'eau aujourd'hui, très chers collègues, mesdames et messieurs, est suivi personnellement par le président de la République à travers le pacte présidentiel sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Nous voulons arriver en 2035 à 60% de taux de desserte. Et après ici, évidemment, ça va continuer notamment à Tshikapa et à Kananga, où, si je prends l'exemple de Tshikapa, nous avons une capacité installée de 50 000 mètres cubes jour. Ça ne va pas augmenter, mais c'est plutôt le réseau que nous allons étendre. Au lieu de 250 000 personnes, nous toucherons 1 250 000 personnes à Tshikapa. À Kananga, nous avons une usine dont la capacité installée était de 25 000, mais qui ne dessert que 5 000. Et après les travaux, nous devrions arriver à 75 000, plus la nouvelle usine. Donc, je peux déjà vous dire que les deux villes-là vont vraiment être desservies comme il faut. Et comme le chef d'État l'a dit, aucune contrée ne sera oubliée dans cette programmation de dessert. Monsieur le ministre, il y a une question qui arrive tout de suite parce que ça fait autant d'années qu'il n'y avait pas d'eau. Les circuits des distributions, est-ce qu'au-delà de l'inauguration de l'usine, est-ce que vos services, notamment à travers la régie des eaux, se sont assurés que cette eau potable arrive aux utilisateurs là où ils se trouvent, et conservant la même qualité? Tout à fait, des instructions strictes ont été données au directeur général de la régie des eaux pour justement faciliter les raccordements. Je voulais aussi signaler ici qu'au gré du changement de la tarification qui est intervenu il y a quelques mois avec le concours du ministère de l'économie, nous avons gardé des prix écrasés pour les masses vulnérables. Donc c'est comme ça que nous demandons à tout le monde aussi de faire preuve de civisme. Il s'agit d'un patrimoine important, vous l'avez dit, 50 ans d'attente. Merci pour toute cette patience à la population de Kamina, mais il faut s'acquitter à temps de ces factures pour permettre à la régie des eaux, à travers ses services, de bien s'occuper de l'entretien de cet ouvrage donc à caractère commun. Monsieur le ministre, avant de prendre une question pour vous, tout à l'heure, le gouverneur a parlé de l'électricité, il y a des projets en cours. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu justement de comment, à travers vos services, notamment la Société nationale d'électricité SNEL, vous comptez résorber les gaps des besoins qu'il y a en électricité dans la province du Haut-Lomami? Voilà, merci pour la question. En effet, la province du Haut-Lomami
est donc desservie à hauteur de 4 MW. Il faut savoir que la centrale hydroélectrique de Kiloubi, qui appartient d'ailleurs aux forces armées de la République, était construite en 1954 avec une capacité installée de 9,74 MW. Mais aujourd'hui, avec les problèmes de vétusté, nous arrivons à peine à 4 MW pour une demande estimée au niveau de la base militaire et de la population à 10 MW. Nous avons donc un gap de 6 MW à combler. Et pour reprendre ce que le gouverneur de province a dit tout à l'heure, en effet, il y a le barrage de Kalengue qui est en train d'être construit, 149 MW, qui sera donc associé avec un mix énergétique. On aura le côté solaire à peu près 60 MW. Donc d'ici fin 2028, nous aurons 210 MW à Boukama. Donc on pourra, au gré de la modification de la dernière loi sur l'électricité, qui confère 10% à la population. Donc si vous faites le calcul, il y a 20 MW qui vont revenir dans le périmètre SEL pour desservir la population. Donc d'ici 2 ans, nous allons passer carrément, je peux dire, à un excédent de 10 MW. Voilà. Merci, monsieur. Très bien, monsieur le ministre. Je vais vous demander de vous rasseoir, évidemment. S'il y aura l'une ou l'autre question pour vous, nous pourrons y revenir. Cette fois-ci, on va entrer dans le cœur du sujet parce que, en général, le président de la République était ici il y a une année. Je pensais d'ailleurs que c'était une anecdote que le président de la République faisait, mais ça ne l'était pas une, c'était une instruction. Il y a une année, lorsque nous étions ici avec le président de la République, il a manifesté l'idée d'avoir un conseil de ministres ici à Kanyama-Kasese. Et à son arrivée, il n'y a pas que le conseil de ministres qui se tiendra demain. Aujourd'hui, nous avons fait le tour d'un hôpital ultramoderne. On nous a dit tout à l'heure par des spécialistes un hôpital de 2e niveau. On aura l'occasion de revoir les images tout à l'heure. Mais ce n'était pas seulement l'hôpital, c'était les tracteurs. C'était pas seulement les tracteurs, c'était la récolte de maïs. C'était pas seulement la récolte de maïs, c'était l'élevage. C'était pas seulement l'élevage, c'est l'infrastructure qui nous accueille. Monsieur le Général, dites-nous, qu'est-ce qui a été fait ici en une année avec les bâtisseurs pour qu'aujourd'hui la visite du président de la République se fasse dans une partie du pays, dans un territoire qui est totalement transformé? Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Comme vous venez de le souligner, aujourd'hui, nous considérons qu'il s'est agi de la 2e visite de travail de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, de la police nationale congolaise, ainsi que du service national dans ce centre, le centre M. Laurent Désiré Kabila, où il y a une année, il y a fait encore une visite de travail, à l'issue de laquelle il avait donné des instructions pour que la prochaine fois qu'il va revenir ici, qu'il y ait une réunion du Conseil des ministres puisse s'y tenir. En exécution de ces instructions, le service national avec ses bâtisseurs ont érigé les infrastructures qui vous accueillent ce jour. Nous avons de villas pour héberger le membre du gouvernement ainsi que les délégations qui accompagnent le commandant suprême et le membre du gouvernement en ces lieux, ainsi que la salle du Conseil des ministres ainsi que On peut voir sur les images justement, ça c'est la salle où nous nous trouvons, c'est la salle qui accueillera le Conseil des ministres demain. Oui. En dehors de ça, il y a eu plusieurs autres activités qui sont en train de se dérouler dans ce centre. Nous avons la formation ou l'encadrement de la jeunesse. Autrefois, on avait une vague de 4000 jeunes, communément appelés Kounouna, qui étaient en formation ici. Mais cette fois, nous avons 2000 jeunes volontaires qui sont dans les centres en train d'être encadrés. Effectivement, dans les jours qui viennent, il y aura d'autres vagues, des bâtisseurs, des volontaires qui vont être pris à Kinshasa et dans d'autres provinces,
qui vont rejoindre l'effectif de 2000 qui est dans le centre. Le centre Mzee Laurent Désiré Kabila est appelé un centre pilote. C'est par ici que le service national a été créé. C'est le premier centre qui a été créé au profit du service national. C'est comme ça que nous l'appelons centre pilote, avant que le service national ne se déploie dans d'autres provinces du pays. Et dans ce centre pilote, plusieurs activités y sont organisées. En dehors de la formation, l'encadrement de la jeunesse, nous avons l'agriculture, qui est l'activité principale. De milliers d'hectares y sont travaillés ici. Au jour d'aujourd'hui, nous pourrions dire que c'est la plus grande ferme céréalière en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a 10 000 hectares qui sont faits ici, dans ce site. Et vous comprendrez avec moi que de 2020 à 2026, en 5 ans, qu'on passe de 0 hectare à 10 000 hectares, c'est vraiment un exploit. Pour faire 10 000 hectares, il faut du matériel et du matériel performant. Lors de la dernière visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, les instructions avaient été données pour que le centre soit doté en équipements agricoles. Et ces équipements sont arrivés qui vont permettre en fait à ces centres d'augmenter sa production agricole. En dehors de la production agricole, nous avons l'élevage. Il y a 4 ans, dans ce centre, il n'y avait que 4 bêtes. Et au jour d'aujourd'hui, dans le centre, nous sommes en train d'élever plus de 9000 têtes de vaches, avec comme ambition, d'ici 3 ans, d'atteindre plus de 20 000. Dans le centre pilote Laurent Désiré Kabila, de toutes ces années depuis sa création, il y avait juste un petit centre de santé qui était abrité dans un bâtiment, les CEPAL belges. Et avec la volonté du commandant suprême, vous avez été témoin de l'inauguration d'une infrastructure médicale moderne, avec les moyens mis à la disposition du service national par le commandant suprême. Mais cette infrastructure a été construite de bout en bout par les bâtisseurs de la nation. Ceux qui hier étaient décriés dans plusieurs villes et qui étaient considérés des Koluna, mais après leur transformation, leur formation et leur professionnalisation ici à Kanyama-Kasese, ces bâtisseurs ont construit tous les ouvrages que vous voyez. Les écoles, le centre hospitalier que vous avez vu, ainsi que les sites ici où nous sommes. Mais avec les mêmes bâtisseurs, nous faisons l'agriculture, l'élevage et toutes les autres activités qui sont déroulées dans ces centres. Voilà d'une manière brève ce que nous pouvons dire à ce niveau. Alors, on aura l'occasion de revenir. Je vais inviter le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, parce qu'il est avec nous. Et ici, on ne forme pas seulement les bâtisseurs, mais on travaille surtout, Monsieur le ministre d'État, comme le président m'allait dire, à avoir la revanche du sol sur le sous-sol à travers l'agriculture. Quelles sont d'abord vos impressions par rapport au travail qui est fait ici et comment pensez-vous que ce modèle peut être dupliqué ailleurs ou comment pensez-vous que le ministère puisse davantage utiliser l'expérience d'ici à Kanyama-Kasese pour les dupliquer finalement pour que nous puissions prendre les déçus sur les déficits alimentaires que nous avons en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je crois que tous ceux qui ont vu les images ont compris effectivement que ici, la révolution agricole, elle est réelle. Le travail qui se passe sur le terrain ici, c'est un travail qui est très professionnel et qui est très intensif. Et comme vous avez dit, je voudrais bien vous donner quelques indications. Par exemple, depuis que le service national est monté en puissance du côté de Kanyama-Kasese, nous n'avons plus de crise de maïs dans l'espace Kasaï. Évidemment, c'était une grosse crise il y a quelques années. Et ça, c'est un résultat palpable. C'est-à-dire que les stocks produits par Kanyama-Kasese régulent les stocks, la quantité de maïs sur le marché dans l'espace Kasaï, ce qui nous empêche de retomber encore dans des crises que nous avions autrefois. Et je voudrais bien vous dire effectivement que le chef de l'État
nous a donné des instructions pour que nous puissions mettre en œuvre la revanche du sol sur les sous-sols. Et ça passe effectivement en dehors du travail d'effort que nous sommes en train de faire sur les 5 piliers qu'il nous a indiqués, la disponibilisation de la semence, des engrais, des tracteurs agricoles, la production agricole et le stockage et la commercialisation des produits agricoles, chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler dans tous les pays. Nous avons également besoin, donc, à côté de ce travail qui va se faire avec les producteurs locaux et la population qui est engagée dans l'agriculture, nous avons besoin d'avoir aussi des centres de production de cette dimension ici, qui appartiennent à l'État, qui forment aussi des agriculteurs de demain et qui peuvent nous aider à relever très rapidement les défis de ce qui est en train de se faire. Nous sommes pour parler avec les services nationaux, bien évidemment, pour d'autres provinces, dans lesquelles d'autres types de projets de cette nature vont être effectués, pour d'autres céréales comme les riz. Et comme vous le savez, dans l'espace, par exemple, Congo central, dans l'espace Bumba, dans l'espace de la Chopo, on est en train de vouloir essayer d'autres modèles qui concernent d'autres types de produits pour que nous puissions nous rassurer de l'autosuffisance alimentaire. Ce qui se passe ici, c'est une véritable transformation de l'agriculture congolaise pour démontrer l'image d'une agriculture qui peut se moderniser. Et je voudrais vous dire qu'au-delà de ça, le gouvernement de la République a d'autres projets pour cette province de Haut-Lomami que je viens de visiter à 2 reprises. Comme vous le savez, le président de la République a demandé que nous puissions réveiller le secteur sémacier. Et qu'à l'époque belge, il avait été initié un centre d'adaptation et de production de semences agricoles, Kapsa Niembo, à territoire de Kabongo, que j'ai visité, que nous allons réhabiliter, équiper, pour qu'effectivement, ils puissent produire la semence de qualité pour toute la population de la province de Haut-Lomami. Nous sommes également, avec les gouverneurs de province, dans un processus d'équipement progressif des brigades agricoles pour les petits paysans. C'est dans ce cadre-là que nous avons octroyé à la province de Haut-Lomami 10 premiers tracteurs sur les 50 que je dois livrer ici. Et les 5 premiers sont allés à Kamina et 5 autres sont du côté de Kabongo. Nous avons aussi, dans le cadre de cette grande campagne de promotion des produits pérennes, installé des pépinières communautaires. Maintenant, on est à 4 territoires. Les autres territoires vont continuer. On a une grande pépinière à Kabongo, une autre pépinière à Kamina, mais aussi ici à KCC et à Bukama. Et donc, je voudrais vous dire que la révolution agricole, elle est réelle. Et ce qui se fait ici, c'est ça qui démontre la détermination du chef de l'État à pouvoir effectivement appuyer sur l'accélérateur pour lutter contre la faim. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. On aura l'occasion évidemment de vous reprendre tout à l'heure pour répondre à l'une ou l'autre question. On va appeler enfin le ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, que certains appellent les cantonniers de la République. Monsieur le ministre, on ne va pas dire que c'est parce que nous sommes chez vous, ici dans le Haut-Lomami, mais tout à l'heure, le gouverneur l'a dit, 400 km de la nationale numéro 1 passe par ici, et quelqu'un nous disait tout à l'heure que le travail qui a déjà commencé a permis de soulager d'énormes besoins des populations, par exemple, qui devaient se rendre à Lubumbashi après plusieurs jours, disait-on, mais aujourd'hui on peut déjà ressentir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui s'est fait dans les secteurs qui est le vôtre, ici dans la province du Haut-Lomami? Très bien. Quand nous disons dans notre secteur que Fachi bâtit et qu'il bâtit réellement, ce que nous sommes en train de vivre une véritable croisade dans les secteurs. Nous sommes ici à Kanyama KCC, à côté, à quelques kilomètres de Kanyama, qui est adjacent à la route nationale numéro 1, qui est la colonne vertébrale de notre système routier. Et donc cette route nationale numéro 1 qui fait de Banana jusqu'à Sakania 3300 km. Et donc cette route, elle est en chantier. Le président de la République est en train de la moderniser. Je l'ai parcouru kilomètre après kilomètre. Et donc nous étions ici il y a quelques semaines. Nous avons vu comment le président de la République transforme réellement
cette route. Donc, vous l'avez mentionné tout à l'heure, qu'il fallait des kilomètres, il fallait des jours, voire des semaines, des mois, pour relier Kamina à Lubumbashi par exemple, ou Kamina à Kolwezi, ce qui n'est plus le cas parce que nous avons nous-mêmes expérimenté. Nous avons quitté ici à Kamina et nous avons atteint le même jour la ville de Kolwezi après quelques heures seulement. Et nous notons que cette partie est simplement sous une ouverture. Donc nous sommes dans la phase d'ouverture et que la modernisation est en train de prendre corps parce que nous sommes en train de relier les 840 km à partir de Mweneditu jusqu'à Ngouba dans le Lualaba. Et nous venons de terminer la partie de la ville de Mweneditu, donc la traversée de la ville de Mweneditu. Et donc d'ici une année et demie, nous aurons la route complètement asphaltée. Mais dans cet état déjà, vous l'avez souligné, la circulation s'est intensifiée et donc aujourd'hui il est possible de prendre un bus ordinaire, privé, à partir de Lubumbashi et venir ici. Avant, il fallait dépenser 400 000 francs congolais pour arriver à Kamina à partir de Lubumbashi. Aujourd'hui, moins de 100 000 francs congolais, précisément 70 000 francs congolais, vous êtes à Kamina. Et donc, cette révolution, elle est en marche. Ce n'est pas parce que le président ne voit que les infrastructures routières, mais il voit au-delà des infrastructures routières d'autres infrastructures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les provinces sont en chantier et ici aussi, tous les territoires sont en chantier dans la province. Et donc, si vous prenez les domaines de la voirie, nous avons fini les études pour tous les territoires. Donc, nous aurons une série de travaux dans chaque territoire, ce qui n'a jamais été pensé. Et donc, nous avons fini ces études et nous allons lancer les travaux pour la circulation par la voie fluviale. Je vous rappelle qu'ici, nous avons une très longue partie du fleuve Congo. Nous sommes en train de travailler sur un programme ambitieux de balisage et de dragage du fleuve et aussi la construction du port à Bukama, à Malemba, à Ankoro, à Kabalo et à Kongolo. Et donc, au-delà de cette voie fluviale, nous travaillons sur la modernisation ou carrément la construction des aéroports et nous sommes en train de finaliser les études pour l'aéroport de Malemba-Nkulu et nous venons de recevoir l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui pour que nous puissions faire les études de l'aéroport de Kamina et de l'aéroport de Kanyama-Kasese. Et donc nous allons accélérer ces études pour que nous puissions offrir à cette province ces infrastructures dignes. La position de la province, elle est essentielle et elle est stratégique parce qu'elle est au carrefour de plusieurs provinces, notamment la province du Lualaba, la province du Haut-Katanga, la province du Tanganyika et la province du Kasaï oriental. Et donc il est essentiel que c'est par ici et à travers cette route nationale numéro 1 que nous savons faire le trafic, faire le commerce entre toutes ces provinces. Donc, au-delà de ces infrastructures, nous allons lancer dans quelques jours les travaux pour la construction de la plus grande université de l'espace du Katanga qui sera érigée, qui sera construite à Kamina. Et donc, au-delà de ça, il y a plusieurs autres infrastructures que nous sommes en train de vouloir lancer. Et donc, la province du Haut-Lomami est totalement prise en charge. Et nous retrouvons ici, à Kanyama-Kasese, nous avons un modèle d'un développement endémique soutenu et conduit par les propres fils. Et donc, je crois que nous, dans les secteurs, nous allons utiliser la main-d'œuvre, le savoir-faire du service national pour qu'à partir d'ici, nous puissions relier les différents territoires entre eux
et relier par exemple la partie qui quitte Malembankoulou jusqu'à la connexion avec la route nationale numéro 1, permettre à ce que les territoires soient connectés. Et donc, nous allons travailler avec le service national que nous sommes en train de féliciter ici pour le travail de qualité abattu. Vous avez vu la qualité des routes qui sont sur les sites ici. Moi-même, je suis impressionné. Les collègues qui étaient à mes côtés, je lui ai dit la qualité du terrassement est impeccable. Et donc, nous pouvons utiliser ces services pour que toutes les provinces qui sont autour ici soient touchées par des travaux de grande qualité et que donc la vision du président de connecter, de désenclaver tous les pays se matérialise à partir d'ici comme un centre pilote, un centre d'impulsion. Voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre. Je vais vous demander de vous rasseoir. Le président de la République, le président et son peuple, finalement, vous avez vu que dans le cadre de cette mission d'itinérance, même si nous sommes venus à Kanyamaka, c'est spécialement pour le Conseil de ministres, mais vous voyez que ce soit dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité, que ce soit dans les secteurs des infrastructures, que ce soit dans les secteurs de l'agriculture, que ce soit dans les secteurs de l'enseignement supérieur, tout est en train d'être fait pour donner justement corps à toutes ces promesses que le président de la République a faites à son peuple au cours de la dernière campagne électorale. Avant qu'on ne prenne les questions générales, je vais revenir à vous tout à l'heure. On a parlé du service national, mais les services nationaux, c'est les bâtisseurs. Les bâtisseurs, nous constatons que ce n'est pas seulement ceux qui font l'agriculture, c'est aussi ceux qui font les routes, c'est aussi ceux qui font le meuble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de comment vous transformez ces jeunes qui étaient hier de jeunes Kuluna et qu'aujourd'hui vous avez par exemple des jeunes volontaires, vous avez dit tout à l'heure, qui sont certains venus du Kasaï. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement sur la manière à laquelle vous recourez pour former des hommes qui sont aujourd'hui des outils, si je peux me permettre l'expression, de développement? Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. Les jeunes qui viennent ici au service national, surtout en ce qui concerne les 2 premières vagues, c'est vrai que c'était des jeunes difficiles, parce que c'était des jeunes marginalisés qui étaient amenés ici, non pas par leur propre volonté, si on peut dire ainsi. Arrivés ici, nous sommes un service paramilitaire. La première des choses, c'est de leur inculquer des valeurs de discipline. Parce que nous savons que sans la discipline, on ne peut rien faire. La deuxième chose, c'est leur inculquer des valeurs civiques et patriotiques, sans lesquelles on ne peut pas véritablement servir sa nation. Et ces jeunes, mis dans de bonnes conditions, ils ont donné les résultats que vous êtes en train de voir. Certes, ils ne sont pas utilisés que dans l'agriculture, parce qu'après la première phase d'une formation paramilitaire, on les amène dans une professionnalisation, dans l'apprentissage des métiers. Il y a plusieurs métiers qui sont organisés ici. Nous avons des chauffeurs d'engins agricoles ici, ce que nous appelons la mécanisation agricole. Ils sont formés ici. Nous avons des jeunes qui sont formés en maçonnerie. Nous avons des jeunes qui sont formés en électricité. Nous avons des mécaniciens agricoles. Nous avons des peintres. Nous avons des menuisiers. Nous avons des carreleurs. Et nous avons ceux qui sont commis à des tâches beaucoup plus spécifiques. C'est comme ça que vous verrez que nous sommes en train d'insister que tous les travaux qui ont été faits ici ont été faits que par des bâtisseurs. Plusieurs personnes hésitent un peu ou doutent, mais c'est la vérité. Les gens qui ont visité Kanyamaka, c'est pendant qu'on était en train de faire les travaux, peuvent le témoigner. Avec les valeurs patriotiques, civiques, couplées à la discipline, je dirais la discipline militaire, ces jeunes sont capables de vous donner les résultats qu'ils sont en train de vous donner.
Et voilà la manière dont nous sommes en train de procéder pour amener... Alors peut-être, quelle est la capacité des productions? Parce que tout à l'heure, lorsque le ministre de l'Agriculture dit que c'est grâce à Kanyama KCC qu'on ne va plus importer de la Zambie, on se souvient du sujet qu'il y avait notamment avec la problématique du bunga à Lubumbashi ou dans les Kasaï. C'est quoi que vous produisez en moyenne, mensuellement ou annuellement? Je dirais que la capacité, la production, elle est évolutive. La toute première, lorsque nous arrivons au service national, la première production que nous avons faite ici, elle était de 1000 tonnes de maïs pour une année. Alors qu'avant, elle était nulle. Avant 2019, il n'y avait même pas une tonne qui était produite ici au service national. Avant 2019? Avant 2019. C'est donc le président de la République qui ressuscite, si je peux me permettre l'expression, le service national, et que le service national aujourd'hui produit, non pas à son plein potentiel, parce que ça croît chaque année, mais qui apporte des réponses aux problématiques. Nous pouvons dire que le service national, dans son format actuel, est l'œuvre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bien que le service avait déjà été créé en 1997, mais dans son format actuel, ce service est l'œuvre de l'actuel Président de la République. Avant 2019, la production était nulle. Mais au jour d'aujourd'hui, pour la campagne agricole actuelle, la production qui est en cours, parce que nous n'avons pas encore terminé à récolter, nous sommes à plus de 30 000 tonnes de maïs que nous avons récoltées. Vous comprenez que partant de 0 tonnes avant 2019, 1000 tonnes en 2019, arrivé, nous allons avoisiner plus ou moins 38 000 tonnes de production annuellement ici. C'est quelque chose de grand. Et avec la mise à disposition des équipements que le commandant suprême a... Peut-être qu'on peut nous remontrer les images des tracteurs. Général, c'est des tracteurs ultra modernes. Non, c'est des machines juste formidables. Nous avons des machines qui ont une capacité d'élaborer, une seule machine qui a la capacité d'élaborer 400 hectares. Donc avec les machines que nous avons une puissance d'aller jusqu'à 20 000 hectares. Bien sûr, il y a des préalables. Il faudra défricher, mais si on avait des terrains bien défrichés, bien préparés, on a la capacité avec ces machines d'arriver à emblaver 20 000 hectares pour une production qui va avoisiner 100 000 tonnes. Et l'année prochaine, comme nous l'avons dit, la production elle est évolutive. Nous sommes en train de projeter de produire 50 000 tonnes de maïs en 2027. Et à côté de la production, il y a les infrastructures de stockage qui sont en cours de construction. Devant nous, là, nous avons des silos. On a vu tout à l'heure avec le président de la République des silos en construction. Oui. Des silos modernes, couplés à l'usine de transformation. Donc une minoterie moderne d'une capacité de 100 000 tonnes de production de farine de maïs annuellement. Nous avons des séchoirs, usines de séchage. Donc quand on récolte, on sèche les céréales. Et donc c'est vraiment un tout ici au service national. Conformément aux instructions reçues du commandant suprême, le service national pourra être en mesure de produire 100 000 tonnes de maïs d'ici 3 ans. Et le service national, sauf fausse modestie, pourra être la plus grande ferme agricole en Afrique. Je ne dis pas que le Congo va être le premier producteur, mais en termes d'entité, le service national pourra être la plus grande ferme céréalière en Afrique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous vous le souhaitons, et surtout que le ministre de l'Agriculture est là. Il peut dire que si on duplique ces projets, la RDC, pourquoi pas, nous avons 80 millions de terres arables, pourra être en mesure de nourrir effectivement l'Afrique. Très possible. Avec l'allure que nous constatons au service national, nous croyons que si cette allure est maintenue, avec le gouvernement, les différents projets qui sont développés au niveau du gouvernement, pourquoi pas ne pas arriver à produire des millions de tonnes annuellement. Voilà, Général, je vais vous demander de vous rasseoir. On va prendre quelques questions rapidement. Je souhaite qu'on les prenne en série. On va commencer par les questions qui sont destinées au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, suivant les demandes qui vont... Monsieur le ministre, je vous en prie, venez sur les plateaux. Je souhaiterais que s'il y a des questions pour tous les intervenants, que vous puissiez le poser en une fois, comme ça, à tour de rôle, chacun pourra revenir répondre à ces questions.
On va commencer avec Monsieur Oscar Mbal, parce que vous êtes devant le micro, et puis ce sera Madame Rachel Kitita. Merci. On prend les questions. Oui. Vous posez les questions au ministre, et puis Oui. les autres vont noter les questions et pourront répondre lorsqu'ils prendront la parole. Oui, j'ai une petite question à poser au ministre des Ressources hydrauliques. Monsieur le ministre, je pars d'un postulat. Comment expliquer que les gens qui vivent à côté du fleuve manquent de l'eau à boire? Et ces mêmes postulats me poussent à vous poser la question parce que le président de la République venait d'inaugurer une usine de captage d'eau à Kamina. Je voudrais savoir si vous avez tenu compte de travaux d'assainissement. Les usines sont inaugurées, c'est vrai, mais la population continue toujours à manquer de l'eau. Est-ce que les travaux d'assainissement vont suivre ou ont été menés au préalable pour qu'après l'inauguration, la population de Kamina puisse jouir, bénéficier de cette denrée qui est devenue rare? J'ai une petite question à poser. On va le laisser répondre. On aura l'occasion de faire venir le gouverneur à la fin. Est-ce qu'il y a une question pour le ministre Sakondi? Madame Rachel, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, pour la parole. Monsieur le ministre, c'est vrai que c'est un apport très important. 50 ans après, comme on dit, l'eau, c'est la vie. Et c'est la vie que le président de la République apporte à cette population de Haut-Lomami. Mais le Haut-Lomami, ce n'est pas seulement Kamina. Et que dire des 5 autres territoires restants de la province? Est-ce qu'il y a un projet en cours pour desservir tout l'ensemble de la province en eau potable? Voilà, monsieur le ministre, allez-y. Voilà. Merci. Donc, je vais répondre donc d'abord à la première question au sujet de l'assainissement. Justement, c'est l'agence congolaise des grands travaux qui a eu à effectuer ces travaux de construction de cette usine moderne. Et comme vous le savez, l'agence des grands travaux de la République, c'est le champion justement de l'assainissement. Je voulais donc rassurer que tout ça a bel et bien été pris en compte. Et évidemment, nous allons continuer sur cette lancée pour tous les travaux futurs dont je vous ai parlé, de Kananga et de Tsikapa notamment, qui sont les prochaines étapes où évidemment la dimension assainissement et même hygiène. Je vous ai parlé ici du pacte présidentiel sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène qui reflète donc le compact eau où tout ça est pris en compte notamment par l'agence congolaise des grands travaux dont je salue le travail par ailleurs et je félicite d'ailleurs cette belle synergie publique entre 2 ministères et 2 services. Alors pour Madame Rachel, comme vous le savez, pour effectuer des travaux d'envergure, il faut des études. Donc nous avions des études pour la ville de Kamina qui sera donc desservie totalement. Il faut noter que la Régie des eaux va donc poursuivre avec des études de faisabilité détaillées. Une fois que ces études de faisabilité détaillées techniques seront prêtes, nous allons refaire un tour de table avec les ITPR ici et notamment l'Agence des grands travaux et dans le cadre du compact eau, donc du pacte présidentiel, mobiliser les partenaires techniques, financiers, traditionnels et pourquoi pas le budget de l'État. Voilà. Monsieur le ministre, les général nous a dit tout à l'heure qu'il a l'ambition d'ici 2-3 ans de produire 100 000 tonnes de maïs. Ça veut dire qu'ils auront besoin d'énergie. Est-ce que dans les cadres justement du travail que vous faites, vous pensez à comment couvrir tous ces projets-là de l'énergie électrique? Oui. J'ai répondu à ça tout à l'heure que c'est vrai que la province de Haut-Lomami est en déficit pour le moment de 6 MW. Donc c'est les besoins que nous avons de la base militaire et de la population de Kamina.
mais le barrage de Kalengue, avec le mix énergétique, on arrivera à 210 MW fin 2028. Et là, si vous prenez 10% pour la population, ça fait 21 MW qu'on va donc injecter dans le périmètre SNEL. Et à ce moment-là, on pourra rencontrer donc les besoins du service national. Et aujourd'hui, nous pouvons, avec des panneaux solaires, augmenter cette desserte. Donc il y a, selon moi, aucune raison de s'inquiéter. Le général a dit que c'est une solution évolutive. Dès que nous avons des études sur des besoins bien quantifiés, le gouvernement jouera pleinement son rôle. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Je vais vous demander de vous rasseoir. On va prendre les prochaines questions de Madame Chancel Tchala, sûrement pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture ou pour le ministre des ITPR, comme ça. On va évoluer jusqu'à la clôture de cet échange de redevabilité. Je rappelle quand même qu'il est minuit 46 ici à Kanyamakasese. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, monsieur le porte-parole, pour la parole. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre d'État, s'il vous plaît, vous pouvez je venir. vous ai senti comme un peu satisfaisant pour des résultats qui n'émanent pas de vous forcément. J'ai entendu que le général, dans un an, il a réussi, à moins que je me trompe, monsieur le porte-parole du gouvernement, il a réussi à construire tout ça en un an pour permettre au chef de l'État de venir ici et tenir le conseil des ministres qui aura lieu demain. Vous êtes là, vous aussi, depuis plus d'1 an. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le compte du gouvernement dans le secteur de l'agriculture? Merci. Et Vous avez une question pour... attendez, vous la lui reposerez. Mais je crois qu'il faut, peut-être qu'avant que mon collègue ne réponde, il faut circonscrire le cadre. Les services nationaux, c'est un cadre particulier. La vocation des départs, c'était la production agricole. Ensuite, vous avez vu dans la version Fachi, si je peux me permettre, du service national, ce n'est pas seulement des jeunes qu'on récupère, qu'on forme, qu'on réinsère dans la vie normale, mais c'est des jeunes qui deviennent menuisiers, c'est des jeunes qui deviennent maçons, c'est des jeunes qui deviennent agriculteurs, qui deviennent cantonniers. Et donc, les modèles développés ici n'est pas le modèle qu'il faut essayer de dupliquer ou de répliquer pour le ministre de l'Agriculture, mais si il pourra vous me répondre. permettez, monsieur le porte-parole Vous du dites gouvernement, si vous me permettez, je ne dirais pas que le modèle a dupliqué ou pas, mais je dirais simplement qu'il ne faudrait pas que le ministère tire profit de ce qui n'émane pas de depuis qu'il est là. On va peut-être pas faire un débat là-dessus, mais il faut savoir que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit les services nationaux, c'est le président de la République qui est le porteur de la vision. Donc il faut considérer que nous sommes complémentaires dans ce qui se fait dans ce cas. Monsieur le ministre d'État, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais bien remercier Madame pour la question. Elle a raison de poser la question. Mais vous avez répondu à ma place, en fait. Et vous avez bien dit que moi, je suis le ministre de l'Agriculture de toute la République. Et donc, le travail que j'ai fait, c'est pour les agriculteurs de tous les pays. Et depuis que je suis là, j'ai mis en place un plan de redressement de l'agriculture, du système agricole de notre pays. Comme vous le savez, le gouvernement de la République a investi dans beaucoup de grands projets, comme le projet de Bukangalonzo, comme d'autres projets qui au début ont démarré, mais lorsque le financement de l'État s'arrête, le projet s'arrête. Et donc la philosophie que nous avons, c'est de dire, mettre en place une politique pour asseoir l'agriculture, surtout sur le secteur privé. Et il est important de le savoir que dans tous les autres pays, l'agriculture repose sur le secteur privé. Les gens produisent pour faire le profit. Et même si le gouvernement ne leur donne pas de l'argent, ils vont continuer à produire. Mais le gouvernement met en place des dispositions pour les amener à accéder aux intrants agricoles et à accéder au marché agricole. C'est ainsi que dans notre stratégie, la politique que nous avons mise en place, nous avons parlé de 5 piliers. Le premier qui est la semence. Et je crois que vous avez suivi que nous sommes en train de redresser tous les systèmes sémenciers de notre pays, en commençant par l'INERA, les CAPSA et les SENASEM. Aujourd'hui, nous avons fait le plan pour tous les CAPSA, comme je vous ai parlé des CAPSA Niembo, pour ce qui concerne cette province. J'ai été là, les équipes sont là. Les CAPSA, c'est pour nous qui ne sommes pas spécialistes. Ce sont les centres d'adaptation et de production de semences améliorées. Et donc, c'est ça que nous essayons de mettre en place pour que les paysans, partout où ils se retrouvent, lorsqu'ils ont besoin d'avoir de la semence, qu'ils puissent accéder à la semence de qualité.
Vous savez par exemple le déficit que nous avons aujourd'hui, c'est un déficit qui n'est pas seulement lié à la surface qui est cultivée. Aujourd'hui, si en termes de surface emblavée et cultivée, nous sommes à 8 millions d'hectares. Donc c'est suffisant pour nous amener à l'autosuffisance alimentaire. Mais les gens utilisent encore des types de semences qui, en fait, ont déjà dégénéré depuis trop longtemps parce que notre système sémencier ne fonctionne pas. Donc c'est un travail que nous sommes en train de faire et nous allons y arriver, mais ce n'est pas un travail qu'on fait à une journée, puisque par exemple le travail que nous préparons, on vient de signer avec l'ITA qui nous donne de nouvelles variétés de semences, mais ces semences ne seront utilisées qu'en 2027, parce qu'ils doivent être préparés cette année et ils vont être utilisés en 2027. Donc ça c'est le système sémencier. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, nous continuons à faire le travail de l'agriculture, celui de distribuer les semences à toute la population. La saison qui vient de s'écouler, nous avons distribué dans tous les pays la semence aux agriculteurs et nous avons des résultats aujourd'hui à terme de production. Et donc la saison qui commence ici, nous avons cette fois-ci dit que nous allons monter des gammes en ressassant pas seulement les petits producteurs, les coopératives, mais aussi les grands producteurs que nous allons appuyer en intrants pour les amener effectivement à monter eux aussi en échelle à terme de production. Nous avons dit que notre deuxième pilier, c'était les engrais. Comme vous le savez, nous sommes un pays, nous n'avons pas une usine d'engrais. Et donc le travail que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que nous ayons la disponibilité des fertilisants ici en République démocratique du Congo. C'est pour cela que je crois que je vous inviterai, peut-être que madame sera du rendez-vous, pour venir inaugurer la première usine de blindage d'engrais minéraux que nous allons faire à Lubumbashi. Une autre usine va être faite du côté de Beni, au Kivu, et une autre usine sera faite à Boma. Ce sont les trois premiers endroits que nous avons pris en charge. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les usines de blindage demandent que la matière première vienne de l'extérieur et tous les opérateurs économiques qui sont dans ce secteur préfèrent avoir effectivement ces matières au niveau de la frontière. C'est pour cela que vous voyez que toutes les trois unités sont dans les provinces frontalières. Et j'ai parlé de la troisième stratégie qui est celle des tracteurs ou de la mécanisation agricole. Je crois que vous avez vu, nous avons avec le chef de l'État débuté la campagne en septembre 2025 par la distribution des tracteurs que pour la première fois, nous avons distribué dans toutes les provinces de la République démocratique. Donner aux agriculteurs. Donner aux agriculteurs. Mais cette fois-ci, nous avons créé un nouveau système, le gouverneur là, il peut vous le témoigner, de mettre en place ce qu'on appelle les brigades agricoles. C'est-à-dire qu'avoir dans des territoires des tracteurs qui peuvent être utilisés par les agriculteurs eux-mêmes pour pouvoir faire leurs champs. C'est très important dans les pays comme le nôtre. Vous avez vu, pour que Kanyamakase arrive à la production là, vous avez vu les types de matériel qu'ils ont. Tout à fait. C'est parfois des tracteurs qui coûtent jusqu'à 500 000, 1 million de dollars américains pour avoir ce qu'il y a comme travail. Alors, ce qu'il le faut encore avec la houe, c'est très difficile pour eux de pouvoir avoir des productions conséquentes. C'est pour cela que nous insistons sur ça. Et dans ce cadre-là, j'ai fait la première pierre de l'usine de fabrication de tracteurs à Kimpese. Je crois Lorsque que vous dites fabrication de tracteurs. Oui. Alors, au début, la conception était une usine de montage, mais compte tenu de la demande que nous avons faite à Case qui est quand même le deuxième plus grand fabricant de tracteurs au monde après John Deere, ils ont dit que compte tenu de la demande de la RDC, ils préfèrent mettre une usine complète, c'est-à-dire dans laquelle effectivement il y a des pièces, plusieurs pièces qui vont être fabriquées localement en dehors du moteur, ce qui fait d'elle une usine effectivement à part entière. Les mardis ici, je vais aller lasser la deuxième usine du côté de l'est du pays, parce que là-bas, il y a des types, étant donné que c'est des montagnes, il y a des types de tracteurs de montagne qui sont appropriés pour les petits producteurs agricoles. Donc ça, c'est des résultats des travail qui est un travail méthodique. Un travail méthodique parce qu'il faut que l'agriculture soit assise sur le secteur privé. Que tous les agriculteurs, que tous les gens qui sont dans les coopératives, partout où ils sont, qu'ils aient la chance, à chaque fois qu'ils ont besoin de faire l'agriculture, d'accéder à la semence de qualité, d'avoir accès aux services de motorisation agricole, d'avoir accès aux engrais de qualité et enfin d'avoir accès au marché
Et c'est pour cela que nous travaillons avec la réserve stratégique pour mettre en place ces projets de stockage des produits agricoles dans chaque province. Et je voudrais effectivement vous dire que la révolution agricole, elle prend toujours du temps. Elle prend du temps parce que vous savez, aujourd'hui l'Angola l'agriculture vient de passer le secteur pétrolier. Ils ont pris 10 ans à les mettre en place. C'est-à-dire que tous ces mécanismes, tous ces systèmes, vous devez les mettre en place pour que vous puissiez arriver à des résultats. Mais l'objectif précis que nous avons dit au chef de l'État que nous voulons que dans les 3 ans qui viennent, la République démocratique du Congo puisse être autosuffisante pour ce qui concerne les denrées alimentaires prioritaires, notamment les maïs, les riz, les haricots et les maniocs. Voilà, merci. On aura l'occasion évidemment de revenir dans un briefing pour faire vraiment le point sur le sujet de l'agriculture. Je vais vous demander de nous rasseoir peut-être pour prendre les questions destinées au ministre des Infrastructures. Madame Chancel, apparemment vous avez une question et Monsieur Steve Kongolo. Comme ça, nous allons terminer par là. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le ministre des ITP. Hier, quand nous sommes arrivés à Kamina, on a pris les véhicules parce qu'il y a eu des circonstances contraignantes. Et en prenant les véhicules, en cours de route, il y a eu un pont qui s'est brisé. Donc, on a passé nuit là-bas en quelque sorte, 3 heures dans les véhicules. Et on est arrivé ici à 7 heures, alors qu'on avait quitté Kamina autour des 16 heures. Par vol ou par petit porteur, ça fait 20 minutes pour arriver ici. Par véhicule. Exactement. Merci, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. Je peux prendre 1 heure, mais par véhicule, ça fait maximum 10 heures, monsieur le ministre. Vous êtes au courant de ces ponts-là qui est brisé parce qu'on a vu qu'il y a presque des bricoleurs qui travaillaient dessus. Est-ce que vous êtes arrivé sur place? Quelles précautions vous avez prises, mais aussi sur l'état de la route de manière générale? Bien, vous devez savoir que la route est encore en chantier, donc les travaux continuent. Nous avons un système d'alerte immédiat. Nous étions informés de la situation. Ce sont des vieux ponts que nous allons complètement changer. Nous allons jeter des ponts ultramodernes. Et donc, en attendant, nous essayons de trouver des solutions. Et là, la question de ce pont a été résolue. Et donc, on devrait passer un communiqué pour dire à la population de ne pas circuler jusqu'à ce que les travaux puissent être exécutés. Et donc, les travaux étaient prévus pour être achevés aujourd'hui à 13 h, enfin hier à 13 h. Et donc, les travaux sont complètement terminés pour permettre la circulation. Mais le pont, il n'est pas définitif, il sera complètement changé. Et donc, je disais tout à l'heure que le travail sur lequel nous sommes en train de nous atteler aujourd'hui, ce que le président de la République est en train de faire, c'est de relier Mbuji-Mayi à Ngouba, c'est 840 km, et la province du Olomami, à elle seule, est concernée par 440 km, donc plus de la moitié de ces travaux. Et donc, le coût est au-delà, vraiment au-delà, presque $1 milliard. Donc, c'est un investissement énorme. Normalement, les travaux étaient prévus pour 2 ans, mais le rythme a été accéléré. On a multiplié plusieurs ateliers pour que nous puissions avoir la route complètement achevée et modernisée d'ici 1 année et demie. Donc, prenez votre mal en patience. Déjà, c'est un exploit que vous puissiez circuler, parce qu'avant, il n'y avait pas de circulation. C'était des semaines et des semaines et des mois et des mois. On a assuré l'ouverture pour que la circulation soit assurée. Vous avez vu vous-même qu'il y a une intense activité des gros camions. On n'a pas encore installé les systèmes de pesage pour réguler le poids des véhicules qui transportent des marchandises, et donc il y a des gros véhicules. Donc ce qui fait que les ponts que nous avons sur cette partie-là, qui ne peuvent supporter que 30 tonnes, sont souvent utilisés par des camions qui dépassent les 60 tonnes. Donc vous imaginez la conséquence. Donc on a déjà trouvé la solution sur cette question-là. Monsieur le ministre, peut-être qu'avant que le journaliste ne pose sa question, il m'a été dit justement que des véhicules sont venus de Mbuji-Mayi pour couvrir certains besoins ici à Kanyama-Kasese.
C'est la preuve donc, je ne sais pas si c'est combien de kilomètres de Mbuji-Mayi à ici, mais c'est la preuve donc qu'il y a des routes qui sont en train d'être refaites et qui peuvent relier des provinces. Non seulement jusqu'ici, mais jusqu'au Lualaba, donc jusqu'au Katanga, la route est complètement praticable. Alors, il y a des endroits où on peut rouler à 100 à l'heure, il y a des endroits où on peut rouler à 80, il y a des endroits où on peut rouler à 20 à l'heure parce que nous sommes en plein travaux. Donc, il ne faudrait pas juger la qualité des travaux pendant que les travaux sont encore en cours. Et donc, il faudrait attendre un tout petit peu, mais la route est praticable de Banana jusqu'à Kasumbalesa. Nous-mêmes, nous l'avons fait. Nous l'avons expérimenté il y a quelques semaines et donc je peux vous rassurer que la circulation est assurée. Allez-y pour votre question, s'il vous plaît. Ma question est orientée à vous, Monsieur le ministre Patrick Muyaya. Et Monsieur le ministre, au-delà du caractère symbolique de la tenue des conseils des ministres à Kanema-Kasese, quels résultats concrets le gouvernement attend de cette mission présidentielle, notamment en ce qui concerne les renforcements du service national, la campagne agricole plutôt, et le bénéfice pour la population des Olomami? Alors, la première chose, le gouverneur a commencé par le dire ici, c'est que lorsque le président de la République arrive, c'est comme un père qui vient voir ses enfants. Donc, il y a déjà, lorsque le président de la République arrive en l'occurrence, il vient avec des solutions. Il a apporté la solution de l'eau. Vous avez suivi ce qu'en a dit le ministre des Ressources hydrauliques et électricité tout à l'heure. Et ce n'est pas seulement la solution de l'eau qui a été vue, mais c'est aussi de solutions en cours en termes des besoins à couvrir, électricité notamment, même si nous sommes ici à Kanema-Kasese, qui est la preuve justement de cette grande volonté dont parlait le ministre Sakobi hier du président de la République, parce qu'il y a une année, il n'y avait pas toutes ces infrastructures. Et ces infrastructures ont été construites par des jeunes qui ont été recrutés, qui étaient hier de jeunes qu'on appelait Chégué en situation délicate, mais aujourd'hui, ils sont des bâtisseurs pour répondre à la vocation. Donc, au-delà de ce qui s'est fait ici, de ce que vous avez vu, il y a ce qui est en cours que vous verrez dans les jours qui viennent. Le ministre nous a fait les privilèges d'annoncer qu'il y aura la plus grande université des 4 ex-provinces des 4 provinces qui composaient l'ex-province du Katanga. C'est dire que le président et son peuple, lorsque le président de la République arrive, il regarde tout le point qui concerne les populations. On a parlé de l'eau tout à l'heure, on parle d'agriculture. Qui dit agriculture, dit le ministre de l'Agriculture l'a dit, on n'importe plus les maïs, donc on a les maïs qui est produit ici en quantité suffisante pour la région. On parle de soins de santé. Je souhaite que si vous n'avez pas pu faire le tour, de faire le tour à l'hôpital Maman Denise Nyakirou pour voir que nous avons un scanner, les derniers matériaux des radiographies, les derniers matériaux de laboratoire, pour dire qu'ici, lorsque le président de la République est arrivé, pas seulement le gouvernement, on est venu avec des solutions immédiates, mais il y a aussi des solutions à construire parce que les défis sont grands. On ne peut pas dire que tout a déjà été fait, mais aujourd'hui, on peut dire que l'essentiel des besoins sont connus et progressivement, nous apportons les réponses, un peu comme le ministre des Infrastructures l'a dit tout à l'heure. Voilà, merci. On va peut-être revenir sur M. Mbal, qui avait l'une ou l'autre question pour les générales, mais bien avant. Monsieur le ministre, tout à l'heure, le collègue de l'Agriculture a parlé des brigades. Et on sait que les infrastructures, c'est l'office de route, c'est l'office de voirie et drainage et c'est plus loin la CGT. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la capacité locale que vous donnez, par exemple, à ces services qui ont aussi des représentations provinciales pour être sûr que chaque fois qu'il y a des besoins, les provinces peuvent elles-mêmes apporter des solutions? Très bien. Nous sommes dans une véritable reconstruction du secteur, pilotée évidemment par le président de la République. En parlant des brigades, prenons par exemple l'office de route. Notre réseau routier qui est de 138 500 km, c'est un réseau routier que nous avons hérité des Belges. Le président de la République a lancé des réflexions, des études sur le nouveau réseau routier.
que nous allons rendre public très très bientôt. Mais au-delà de ça, donc l'office de route, il y a quelques années, il y a plusieurs années d'ici, la circulation à travers le pays était assurée, notamment avec l'office de route par au moins 38 brigades. Mais aujourd'hui, il ne reste plus aucune brigade fonctionnelle. Mais le président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné que le gouvernement puisse acheter et mettre à disposition de l'office de route et donc de toutes nos régies, donc l'office de voirie et drainage aussi, plus de 6000 engins, ce que certains engins sont en train déjà d'arriver au niveau des Matadi pour que nous puissions reconstituer les brigades. Et donc notre objectif, c'est d'avoir au moins 2 brigades par province. Et donc ici aussi, nous aurons au moins deux brigades pour la province. Donc ce n'est pas quelque chose qui va prendre encore beaucoup de temps, mais nous allons réorganiser ces brigades pour que nous puissions reconstruire le système d'entretien, de construction. Nous allons équiper ces différentes directions provinciales pour qu'elles soient en mesure de répondre immédiatement aux besoins de la province. En parlant des ponts, j'avais omis de mentionner que nous allons lancer les travaux d'un pont ultramoderne, toujours sur la route nationale numéro 1, entre le Haut-Lomami et la province du Lualaba, donc le pont Bundwe, ça s'appelle le pont Bundwe, plus de 200 mètres linéaires, un pont ultramoderne que nous allons lancer dans quelques jours. Tout est fin prêt. Et donc, toutes ces capacités sont renforcées à travers nos régies et nous voulons nous assurer, après les études de la voirie, que l'office de voirie et drainage, par exemple, puisse pour la première fois asphalter les villes qui n'ont jamais connu des routes modernisées. Et donc, nous avons la ville de Malembankulu, la ville de Bukama, la ville de Kanyama ici, et la ville de Kabongo, qui seront les premières à recevoir ces routes modernes après les études que nous allons faire. Donc, les régies, on est en train de le remettre à niveau. Nous allons recruter encore une fois des nouvelles compétences pour que nous soyons à mesure d'assurer les ambitions que porte le président de la République. Donc, ici, spécialement par exemple pour Kanyamaka CC, je l'ai mentionné lors de ma première intervention, nous sommes en train de voir comment utiliser le savoir-faire des bâtisseurs pour booster les travaux de génie civil dans la province ici. Et la première étape, ça sera d'abord de relier la route nationale numéro 1 au centre de formation et d'instruction de Kanyamaka CC, donc une route de plus ou moins 20 km. Donc nous allons lancer les études très rapidement pour que nous puissions moderniser cette route-là. Donc la province est totalement prise en charge quand on dit que Fachi bâtit, il bâtit réellement. Dans notre secteur, on ne fait pas de politique parce que la route elle est réelle et que le secteur n'est pas que des routes. Donc on a parlé des ports, on a parlé des aéroports, ce sont les infrastructures. Le collègue de l'énergie a parlé tout à l'heure de ce que notre ministère a fait. Donc nous avons conduit les travaux de construction de l'usine de captage et de traitement de l'eau. Donc c'est notre ministère. Après avoir construit, nous le mettons à la disposition du gestionnaire qui est le ministre de l'énergie hydroélectrique, des ressources hydrauliques et électricité. Voilà, merci monsieur le ministre. Bon, monsieur Mbal, je vais appeler les gouverneurs. On terminera évidemment sur l'une ou l'autre question qui sera posée au général. Monsieur Mbal, allez-y rapidement parce que nous devons conclure cet exercice. Je pose rapidement mais des petites questions. D'abord au gouverneur. Votre province, la province du Haut-Lomami, est au cœur de beaucoup de projets de développement. Nous venons de les suivre ici
des ponts, des routes, une grande université dans l'espace Grand Katanga. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que le commandant suprême, le chef de l'État, peut attendre de vous. C'est comme si votre province réclame beaucoup, mais en retour, qu'est-ce que vous, en tant qu'autorité, vous pouvez offrir? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le président de la République, c'est un père, comme un père de la maison, là où les enfants réclament beaucoup de choses au même moment. C'est lui-même qui sait à quel moment satisfaire tel enfant, quel moment satisfaire tel autre enfant. Quand j'ai parlé même des projets, je n'ai pas cité tous les projets. Vous avez suivi les ministres des Infrastructures. Nous parlait du pont Bundoué, il y a le pont Lovoï, il y a plusieurs ponts dans notre province du Olomami. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent dans cette partie-là. J'avais parlé autrefois à Kamina de la restauration même de l'autorité de l'État dans certaines parties de notre territoire. Nous, ce que nous pouvons faire comme enfants, c'est prier pour notre Père. C'est ça ce que nous pouvons faire. Nous n'avons pas autre chose à faire. Il est papa, nous allons prier pour lui, que Dieu lui donne la vie et nous allons le soutenir. Évidemment, et travailler pour faire votre part comme vous le faites quotidiennement, Monsieur le gouverneur. Peut-être, Monsieur le gouverneur, parce que ce sera votre dernière prise de parole, qu'est-ce que vous pouvez dire justement à vos populations au regard de ces séjours du président de la République dans votre province, mais aussi au regard de toutes les initiatives qui sont en cours? Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. La population, nous l'avons toujours dit, nous, Olomami, nous étions une province oubliée totalement. J'ai donné l'exemple à son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures. J'ai dit pour quitter Kamina, arriver à Lubumbashi, on faisait 3 mois. Pour quitter Kamina, arriver en Bujima, qui constitue notre centre de commerce, on faisait même 2 mois sur un espace de 400-350 km. Mais cette population-là, aujourd'hui, nous quittons, Madame l'a dit, ceux qui sont venus de Kamina vers ici, aujourd'hui vous avez fait un jour. Mais avant d'arriver à Kanyama, chez les généraux ici, on faisait même 2 semaines. Toute la population, nous disons, celui qui vous aime, c'est celui qui pense à vous. Nous avons l'obligation de soutenir notre père. Comment vous pouvez être un enfant, vous ne soutenez pas votre père qui paye vos études? Vous devenez un sorcier. Donc, tous ces avantages que nous obtenons, notre mission, c'est de soutenir notre président. Nous demandons même à la population et aux autres qui ne comprennent pas que nous voulons que le président fasse même 20 ans encore. Comme ça, nous allons recevoir beaucoup de choses davantage. Merci beaucoup, Monsieur le gouverneur. À Lubumbashi, parfois, ça faisait 2 mois. J'ai peiné à y croire, mais avec ce que vous dites, avec justement le travail qui s'est fait aujourd'hui, nous avons reçu des témoignages, en tout cas lorsque nous étions à Kamina hier, de gens qui disent que la situation a beaucoup évolué. Malgré l'expérience que certains ont connue de faire la route, je crois que si c'était 7 ou 10 heures, mais d'autres faisaient 2-3 semaines, mais bon, de toute façon, c'est les défis. Parce que les présidents de la République, ils ne regardent pas qu'une seule province, comme vous l'avez dit, ils regardent les 26 provinces, mais ils regardent chacun de territoire. Et la volonté du président de la République et du gouvernement ne serait pas qu'on vienne faire le conseil de ministres qu'à Kanyama-KCC, mais pourquoi ne pas aller à Dile le demain? Pourquoi ne pas aller, par exemple, à faire un conseil de ministres à Madimba, dans le Congo central? Pourquoi ne pas aller à Malemba-Nkulu? Pourquoi ne pas aller dans quel coin de la République? Il y en a tellement des territoires. Merci en tout cas, Monsieur le gouverneur, de vos mots. Je veux appeler les générales. C'est avec vous que nous allons terminer parce que c'est vous qui nous accueillez et j'aimerais bien que la technique puisse nous rebalancer les images de la salle du conseil qui aura lieu ici dans les heures qui viennent, mais aussi de toutes les infrastructures qui ont été retravaillées. Voilà, la salle, elle est belle. Hein, on pourra, général, on peut importer cette salle momentanément à Kinshasa. Si cela est bien évidemment possible. Alors, Monsieur Oscar Mbal, brièvement, votre question pour le général. Moi, général, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. J'ai eu à visiter le centre il y a plus
de 6 ans. Nous étions en Mambois où on forme les coulons et les bâtisseurs. Nous dormions à même les sols. Aujourd'hui, il y a de maisons et de dortoirs. Chapeau bas pour tout ce que vous faites et surtout pour l'hôpital des types secondaires, un hôpital moderne, un chef-d'œuvre. J'ai vu, il y a l'imagerie médicale, il y a des appareils d'échographie, appareils radio, des scanners avec 128 barrettes et 128 coupes, dont des scanners des dernières générations. Il y a un bloc opératoire, il y a beaucoup de choses dans un milieu perdu, excusez-moi les termes. Moi, je sais que vous avez un grand défi à relever. Avoir des équipements de dernière génération, c'est une bonne chose, mais avoir des ressources humaines qualifiées pour les utiliser en est une autre. Je voudrais savoir si vous avez déjà lancé un appel d'offres pour recruter des médecins, des laborantins, des gens qui vont travailler au scanner, qui vont travailler avec tous ces équipements de dernière génération, parce que sinon, c'est 2 mois après, on ne va plus parler de cet hôpital. Merci beaucoup, monsieur Oscar. L'hôpital a été construit conformément à la vision du commandant suprême. Vous êtes chrétien comme moi. C'est lui qui donne la vision, il donne aussi la provision. L'hôpital a été équipé grâce à la bienveillance de la très distinguée première dame. Cette question, nous la sommes posée. Ne vous inquiétez pas, des dispositions sont déjà prises. La firme qui a fourni des équipements du côté technique va signer un contrat avec le service national pour le renforcement des capacités du personnel qui va pouvoir utiliser ces équipements. Si vous avez fait attention, à l'hôpital, vous avez vu la présence de certains expatriés qui s'y attellent déjà. Tout à fait. Mais en ce qui concerne l'expertise médicale, nous sommes un service paramilitaire. Nous allons faire recours aux forces armées, tout à fait, qui a en son sein des médecins, de l'expertise vraiment qui pourra prendre convenablement en charge la gestion de cet hôpital. Donc tout a été bien pensé et tout est en train d'être mis en œuvre pour que cette infrastructure hospitalière soit utilisée à bon escient. Voilà, merci beaucoup, M. Oscar Mbal. Général, on va terminer. On ne va pas parler des Kinshasa à Kanyamakasese. On aura l'occasion de reparler des Kinshasa à Kinshasa dans le cadre du travail qui vous a été donné pour l'assainissement. Mais ce soir, s'il y a un mot que vous pouvez dire aux bâtisseurs, parce que ce sont ceux qui font les miracles ici, évidemment, il y a tous les comités qui travaillent avec vous. Lorsque vous voyez ces enfants venir avec un passé parfois lourd de criminalité et que plus tard, ils produisent ce qu'ils produisent. Et ce soir, qu'est-ce que vous pouvez non pas seulement leur dire, mais dire à d'autres, parce que nous avons senti, que ce soit au niveau du ministère de l'Agriculture ou des infrastructures, les besoins d'avoir des jeunes qui sont formés comme sont ceux qui vont former ici. Aux bâtisseurs, nous allons dire de garder l'esprit de discipline. Nous disons la discipline, c'est la mère des armées. Sans discipline, on ne peut rien faire. Mais aux jeunes qui sont encore dans la délinquance, c'est de leur dire qu'il y a une voie qui leur est tracée et qu'une institution est créée, a été créée et a été renforcée par le chef de l'État, commandant suprême, pour leur encadrement. C'est les quelques mots que nous pouvons leur adresser en ce moment. Et au commandant suprême? Au commandant suprême, nous lui renouvelons la loyauté. Le service national, les bâtisseurs, les cadres et agents du service national lui renouvellent la loyauté et nous nous disposons pour que toutes les instructions qu'il va donner au service national soient appliquées sans atermoiement. Voilà, merci beaucoup, monsieur le général, le commandant du service national, de nous accueillir justement et de vous être prêté à cet exercice de redevabilité. Merci au gouverneur de la province
du Olomami, qui ne passera pas la nuit à Kaminaville, mais plutôt ici à Kanyama-KCC, c'est chez lui. Merci au ministre des ITPR, dit cantonnier national. Merci encore au ministère de l'Agriculture. Merci au ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Mais merci à vous d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Nous tenions à le faire pour que les uns les autres comprennent la vision du président de la République. Je parle du président et le peuple parce que vous avez vu la communion qu'il y a eu, que ce soit à son arrivée à Kamina ou à son arrivée ici à Kanyama-KCC. Nous avons fait cette procession, on n'a peut-être pas vu les images, lorsque nous allions voir justement, je ne sais pas si c'était les dépôts, mais tous ces sacs de maïs qui étaient en conditionnement, partout où nous sommes passés, lorsque nous devions aller voir l'élevage, les tracteurs, il y avait une telle ferveur, une telle communion autour du président de la République. Sa volonté, elle est simple, c'est de donner des réponses aux problèmes des Congolais, des problèmes qui n'ont pas été résolus pendant des années. Nous avons commencé à donner des réponses. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous allons tout faire maintenant, mais au moins à partir d'aujourd'hui, vous pouvez apprécier. Il y a quelques années, on n'avait pas des maïs, nous importions d'Afrique du Sud, nous importions de la Zambie, mais maintenant nous n'importons plus parce que nous avons des solutions locales. Le ministre de l'Agriculture nous a dit tout à l'heure les 5 piliers sur lesquels nous travaillons. Et si ces 5 piliers prennent les formes qu'il faut, nous produirons des tracteurs en République démocratique du Congo, des engrais, mais aussi des semences pour nous permettre dans 5 ans, 10 ans, pourquoi pas utiliser tous les 8 millions de terres arables dont il a parlé tout à l'heure. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'ont dit les ministres des infrastructures et les ministres des ressources hydrauliques et électricité, ou encore sur ce que diront tous les ministres qui arrivent ici demain pour le Conseil de ministres. On ne marque pas seulement notre présence en venant, mais on apporte des solutions et on envoie aussi les messages à tous les autres territoires, à tous les Congolais de partout où ils se trouvent, que le travail du développement vous atteindra où vous êtes. C'est bien cela, la vision du président de la République et du gouvernement. Merci à vous. Il est 1h22, heure de Kanyama-KCC, minuit 22 à Kinshasa. C'est en ce moment que nous terminons, tout en sachant que nous commencerons demain encore à la première heure pour continuer ce travail au service des Congolais. Merci encore, Général, et bonne soirée chez vous, mesdames et messieurs. Merci.